Comment un pays sombre-t-il dans la guerre civile à l'heure où l'on déplore la polarisation des débats, la montée de la violence politique dans les démocraties libérales? La question est plus que jamais d'actualité. Elle est aussi l'occasion de regarder en arrière, de se plonger dans l'histoire. La guerre d'Espagne, dont on commémore les 90 ans cette année, est en ce sens une guerre civile, sociale, politique emblématique, souvent présentée comme un avant-goût macabre de la Seconde Guerre mondiale à venir et dont les significations, les ressorts, la mémoire sont toujours discutés aujourd'hui en 2026. Alors, avant Franco, avant 36, quelles sont les fractures qui traversent l'Espagne? Quels étaient les discours, les divisions, les différentes aspirations politiques du pays? Comment l'Espagne a-t-elle plongé dans la guerre? Y a-t-il des leçons à en tirer pour le contemporain? Pour en parler avec nous ce soir, Pierre Salmon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'École normale supérieure PSL et vous venez de publier avec Mercedes Yusta et François Gaudichaud La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée, qui vient tout juste de paraître donc aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Question du soir. Et je le disais en introduction, à l'instant, on commémore cette année les 90 ans du début de la guerre civile. C'était en juillet 1936. Est-ce que, Pierre Salmon, est prévu en Espagne des commémorations, des cérémonies, un discours, un travail de mémoire à propos de cette guerre civile espagnole ? Alors, un travail de mémoire autour de la guerre civile, oui, parce qu'il y a des lois mémorielles, 2007 et une autre en 2022, qui s'occupent pleinement de cette question de la guerre civile et des traces de la guerre civile, mais des commémorations, non. Ce qu'on a célébré, c'est plutôt, depuis l'année dernière, novembre de l'année dernière, c'est les possibilités démocratiques offertes par la mort de Franco. Et à partir de là, toute une suite de célébrations qui célèbrent en Espagne la démocratisation, la transition politique et démocratique, et donc l'arrivée vers la démocratie. C'est-à-dire qu'on a un peu déplacé les commémorations, on ne parle pas de 1936, si peu, dans le débat public, dans les commémorations publiques, mais plutôt de cette transition, donc un objet beaucoup plus récent, comme quoi 1936 reste encore un objet vraiment très brûlant, un objet clivant aussi, qui est plutôt gênant pour le gouvernement qui s'en occupe, qui a toute une série de lois et de conséquences pour ces lois, mais ça ne débouche pas sur des célébrations publiques comparables à celles qui sont dédiées à la fin de la dictature, en fait. Qu'est-ce qui est brûlant? C'est les raisons du début de la guerre civile qui achoppent? C'est là qu'il y a débat? Alors oui, il y a plein de choses qui sont brûlantes. Alors, il y a plusieurs points en fait qu'il faut comprendre que il y a un narratif de la guerre civile qui est lui-même en grande partie hérité de cet héritage franquiste, de cette manière de voir la guerre franquiste et même des extrêmes droites espagnoles. Et dans ces différents points du narratif franquiste, il y a évidemment les causes de la guerre civile. Et ces causes de la guerre civile, encore aujourd'hui en Espagne, elles divisent beaucoup, puisque une grande partie de la population qui a lu des livres d'histoire, qui a été à l'école en Espagne, qui peut être aussi influencé par un débat politique, pense que cette guerre civile, c'est juste la conséquence du désordre, d'une république incapable d'amener la démocratie, sinon d'un peuple inapte à la démocratie, et que finalement, selon certaines personnes, ce qui va à contresens de l'histoire et de tous les travaux historiques, finalement, 1936, ce coup d'État de juillet 1936 ne serait qu'une manière de ramener l'ordre dans un pays. Et puis certains iraient même jusqu'à dire que la personne qui amenait la démocratie en Espagne, ce serait Franco finalement, en installant 40 ans de dictature, ce qui peut faire bondir des historiens et historiennes, et pas seulement. Alors on va voir justement comment se sont arrivés ces événements. Il faut remonter avant 1936, avant 1935 même, et c'est ce que vous faites dans cet ouvrage passionnant, La guerre d'Espagne, la démocratie assassinée. Vous remontez jusqu'en 1931, l'avènement de la Seconde République espagnole. Mais avant, je voudrais si vous le voulez bien, que l'on remonte juste à la lisière de 1931, c'est-à-dire à quoi ressemble la société espagnole des années 30. Alors, le fait est qu'on a souvent considéré, et là aussi c'est hérité d'une certaine représentation de l'époque, que l'Europe s'arrêtait aux Pyrénées, que l'Espagne était un pays totalement archaïque, en retard politiquement, culturellement, socialement sur le reste de l'Europe. Cette idée, elle a empêché de voir
certains éléments de la société espagnole de l'époque. Alors il est sûr que c'était une terre de contraste avec des fortes différences régionales et selon les espaces urbains, les espaces ruraux, les ports, les arrière-pays, et puis aussi les cultures politiques et les cultures locales. On a eu tendance aussi à penser qu'il y avait deux Espagnes qui étaient prêtes à s'affronter et qui seront en fait une Espagne blanche, catholique, nationaliste, et d'un autre côté une Espagne rouge. Et ces deux Espagnes seraient prêtes à se sauter à la gorge. Dans notre ouvrage, on insiste vraiment sur l'existence d'Espagne au pluriel, avec toutes ces différences donc régionales, politiques, entre des Espagnes évidemment avec des cultures politiques de gauche. On pense beaucoup au communisme, mais le communisme avant la guerre d'Espagne est peu implanté, même s'il existe, hein. Il est bien présent, le socialisme, l'anarchisme, qui n'est pas là encore une preuve d'archaïsme du tout. Et puis à droite, hein, différentes cultures politiques, évidemment monarchistes, hein, parce que l'Espagne a longtemps été une monarchie. La République de 1931 fait suite à un régime monarchique et différentes forces conservatrices, mais aussi fascistes. Et si j'insiste sur ce terme, c'est parce que l'Espagne est un pays inséré, hein, dans les cultures politiques mondiales. Il y a des circulations militantes, des circulations de politiques, des circulations de personnes qui font que tout circule, l'art, les idées, les personnes. Et donc évidemment, le fascisme est un des éléments qui est repris, réadapté aussi au contexte espagnol. Alors, il y a un détail que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, c'est que vous parlez des caciques, c'est-à-dire la manière dont, avant tout, avant cette Seconde République et même l'héritage en fait de l'Espagne, c'est un pays où il y a des notabilités locales extrêmement importantes. Le pouvoir est moins central peut-être qu'on peut l'imaginer lorsqu'on pense à la monarchie espagnole, et que cette structure très locale de la politique espagnole explique en partie les résistances très fortes qu'il y a eu à la Seconde République. Alors tout à fait, c'est pas le propre de la République, c'est plutôt un propre de l'État espagnol. C'est-à-dire que ces problèmes d'absence de centralisation et en tout cas d'incapacité du gouvernement central à faire appliquer des décisions à l'échelon local, la monarchie précédente et notamment la dictature de Primo de Rivera entre 23 et 1930, l'avait rencontré. Alors lui, c'est important de le dire, Primo de Rivera, il forme un gouvernement militaire avec le soutien du roi, c'est ça? Tout à fait. Et c'est lui qui tombe, entre guillemets, en 1931. Oui, tout à fait, en 1930, et en fait, la fin de la dictature, qui était censée justement renforcer la monarchie, précipite la fin de la monarchie l'année suivante, en 1931. Donc la République arrive dans ce contexte. Donc un des enjeux forts est de faire appliquer des décisions politiques et d'amener des changements sociaux, politiques, économiques qui sont réclamés. Quels sont les premiers décrets, les premières lois de la jeune République espagnole de 1931? Quelle est sa nature? Alors cette république, elle apporte pas mal d'espoir parce qu'il y a notamment des mesures sociales qui sont demandées. Parmi ces mesures sociales, il y a notamment des lois agraires. Il y a une vraie inégalité d'accès à la terre avec une concentration des terres dans des très très grands propriétaires, aux mains des très très grands propriétaires, et beaucoup de personnes qui vendent leur force de travail et donc qui sont beaucoup plus précaires, hein, dans l'accès au travail. Également, évidemment, une démocratisation de l'égalité civile avec le droit de vote pour les femmes et par exemple, mais aussi une diffusion de la culture. On pourrait comparer à ce qu'on voit avec la Troisième République, finalement, pas si longtemps avant. On veut alphabétiser, pour ça on veut ouvrir des écoles, installer des instituteurs dans les campagnes. On fait également, par exemple, des missions pédagogiques, c'est-à-dire qu'on accompagne la diffusion de la culture espagnole avec des étudiants qui vont dans les petites villes et petits bourgs, là où ils montrent le grand théâtre espagnol, les œuvres de peinture. Donc il y a vraiment une volonté d'éclairer le peuple. On construit des écoles. On construit les écoles. Il y a un vrai projet de presque 30 000 écoles qui doivent être construites, hein. Toutes ne seront pas construites parce qu'un gouvernement de droite et d'extrême droite va vraiment freiner la construction de ces écoles. Et c'est là où on peut revenir sur le pouvoir de ces caciques, parce que la République fait face à des notables locaux qui freinent aussi le développement de certaines de ces politiques concrètes, parce qu'il y a un manque d'assises du pouvoir central dans certaines régions. Alors, par où ça passe, ces freins? Est-ce que c'est le soutien de l'Église? Est-ce que c'est au sein du corps de l'État qu'il y a des complices pour résister à l'application des lois et des décrets progressistes, entre guillemets, de la jeune République espagnole de 1931?
C'est vrai que ça passe dans différentes catégories de la population. L'Église en fait partie, évidemment, hein. Il y a une vraie défiance par rapport à ce nouveau régime. Très rapidement, hein, l'archevêque de Tolède, hein, qui est le primat d'Espagne, écrit une lettre pastorale dans laquelle il fait des louanges de la monarchie. Ensuite, il rejette cette république qui est associée à une révolution. C'est pour vous donner la position d'Espagne. Évidemment, il y a aussi des postures qui sont politiques, hein, c'est-à-dire qu'au sein de l'appareil politique, avec différents parlementaires notamment, on bloque ces mesures. Et puis, il va y avoir un gouvernement de droite et d'extrême droite entre 1933 et 1935, et 35, excusez-moi, qui va casser certaines dispositions, qui va empêcher leur application concrète. On vous parlait de l'ouverture des écoles, ça en fait partie, la loi agraire également. Et donc, il va détisser en fait toutes ces mesures sociales qui ont été prises dans les premiers moments du régime. Alors, en lisant votre livre, j'ai eu du mal à ne pas penser à une autre jeune république européenne, la République de Weimar en Allemagne, qui était une république également sociale, qui cherchait même à essayer de penser ce que pouvait être une démocratie économique. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas penser au livre de Johann Chapoutot qui raconte 1932, avant l'avènement de l'Allemagne nazie. Est-ce que le parallèle est juste entre la manière dont la République de Weimar a été sapée par, c'est ce que raconte l'historien Johann Chapoutot, une alliance entre le patronat et les extrêmes droites au pluriel, ou l'union des droites radicalisées, si on peut le dire comme ça. Est-ce que cette comparaison entre les deux jeunes républiques est valable selon vous ? Oui, dans une certaine mesure, elle est valable parce qu'on appartient au même contexte. Le problème a été de faire de l'Espagne une espèce d'exception, hein, un peu à l'écart de l'histoire européenne de cette époque. On peut retrouver certains éléments comparables. Le poids des militaires, évidemment, dans les vies politiques, il est très important. On pourra en reparler. Les militaires qui, dès 1932, il y a Sanjurjo qui organise un coup d'État, hein, contre cette jeune république. Donc là aussi, résistance interne des forces de l'ordre, de certaines forces de l'ordre. Aussi, on peut parler des financiers. Juan March, un des hommes les plus riches de son temps, qui finance, hein, ce coup d'État de 1936, ou encore la presse, avec notamment le journal El Debate, organisé par des catholiques, dont l'objectif, comme en Allemagne, mais pas seulement, hein, il n'y a pas que l'Allemagne, hein, c'était pareil en Italie ou ailleurs, dont l'objectif est de déstabiliser le débat public, en faisant croire à un désordre, en faisant croire à un risque révolutionnaire, pour mieux réclamer et mieux justifier un rétablissement de l'ordre, donc un coup d'État. Alors, je vous propose justement d'écouter la voix de José Antonio de Rivera, le fondateur de la phalange espagnole. L'archive est datée de 1935, elle l'est peut-être en réalité de 1934. Il y a un doute sur la datation. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. Mais il doit produire en Espagne les résultats spécifiques qui peuvent être atteints dans un pays d'une histoire si longue, si glorieuse et d'une personnalité si profonde qu'est l'Espagne. Voilà la personnalité profonde de l'Espagne dans la voix du fondateur de la phalange espagnole. Ce que vous décrivez dans votre livre avec François Gaudichaud et Mercedes Yusta, la guerre d'Espagne, la démocratie assassinée, c'est justement que ce n'est pas l'échec d'une république, mais la formation, la préparation d'un coup d'État, la préparation de son assassinat, Pierre Salmon. Ah, tout à fait, et c'est une préparation de longue date. Souvent, on peut lire encore que le coup d'État, excusez-moi, serait précipité par l'assassinat de José Calvo Sotelo, qui est un militant monarchiste qui a participé à cette déstabilisation du débat public le 13 juillet 1936. Ça a pu jouer pour rallier certaines personnes, mais en fait, ce coup d'État, il était préparé de longue date, depuis de longs mois. Certains, avaient commencé les préparatifs en 1935, et puis c'est l'élection du Front populaire en février 1936, Front populaire espagnol, qui précipite l'accélération de ce coup d'État avec plusieurs trames.
Alors, une trame militaire qu'on connaît peut-être le mieux dans la préparation des opérations, les dates de soulèvement, tous les détails techniques et logistiques. Et là, c'est Mola, en fait, qui est le chef de cette préparation. Et puis, une trame civile qui est composée d'une déstabilisation dans la rue avec Antonio Primo de Rivera, qu'on a entendu, avec son organisation, la Phalange, qui est fondée en octobre 1933. C'est une organisation fasciste. Donc, on va dans la rue, on crée des affrontements avec d'autres organisations politiques pour créer un désordre. Et puis après, justement, je l'ai dit, réclamer un rétablissement de l'ordre. À la tribune, différents parlementaires, Calvo Sotelo dont j'ai parlé, Gil Robles, qui est le dirigeant de la CEDA, la grande organisation de droite conservatrice qui est de plus en plus attirée par le discours fasciste et nazi à cette époque. Pour vous donner un exemple, Gil Robles, il va à Nuremberg, il est très impressionné par les défilés nazis, et puis pas seulement, par les méthodes à employer sur le terrain. Et lui, à la tribune, au Parlement, il fait croire à justement un risque de révolution, communiste, anarchiste, c'est selon. Puis en fait, on prend des faits qui se sont vraiment déroulés. Ça peut être un affrontement dans une manifestation qui dégénère, puis on en dénature le sens. On fait croire à une révolution et la portée, en grossissant justement le risque de la menace. Et ça rejoint un troisième volet de cette trame civile, c'est la presse. J'en ai parlé tout à l'heure, avec elle débattait, mais il n'y a pas que ce journal. Il y a vraiment tout un maillage de presse locale qui est tenu aussi par des grands propriétaires terriens qui, à chaque fois, interprètent les événements dans une lecture anticommuniste. Là encore, il faut rappeler combien l'Espagne appartient aussi à un climat européen, quand bien même la place des communistes n'est pas très importante relativement aux autres forces politiques en Espagne. Depuis la révolution d'octobre, en URSS, il y a vraiment une peur anticommuniste qui circule et qui est un vrai moteur politique. Il y a vraiment une essence anticommuniste qui avait déjà marché avec la dictature sous la monarchie de Primo de Rivera, père, Miguel, et qui continue à fonctionner, donc qui est agité vraiment comme pour rallier les moins convaincus au coup d'État. Est-ce que malgré tout, il y a une droite républicaine qui est en désaccord avec cette extrême droite radicalisée, militariste? Est-ce qu'il y a une droite républicaine qui, malgré tout en étant anticommuniste, est pour la République espagnole? Tout à fait. Vous faites bien de me poser la question parce qu'il est important, et ça c'est aussi notre approche dans l'ouvrage, c'est pas tomber dans des grandes lectures d'étiquettes politiques, d'organisations, et quand bien même cette fascisation, elle infuse au-delà des partis fascistes et elle touche différentes sphères de la vie politique à droite, il faut souligner que dans certaines organisations, certains s'y refusent, des conservateurs refusent de rejoindre le coup d'État. Et puis, un exemple, pensons au Pays Basque, catholique, plutôt conservateurs, qui se rangent du côté de la République pour des questions d'autonomie politique, mais pas seulement. Et l'armée espagnole, certains dirigeants politiques sont catholiques convaincus, des conservateurs. Osorio y Gallardo, qui est ambassadeur en France entre 37 et 38, est un catholique conservateur convaincu, et il est un ambassadeur de la République espagnole. C'est pour montrer que cette République n'est pas... elle a aussi un amalgame de forces révolutionnaires. C'est pas du tout le cas. Alors je vous propose d'entendre la voix de Joseph Kessel qui nous raconte une anecdote, un épisode de sa vie lorsqu'il s'est rendu en Espagne en 1934. Sans doute on ne peut pas échapper à son destin, car en 1934, fatigué par un accident d'automobile et plusieurs reportages, je m'étais dit je vais prendre 2 mois de vacances de touriste. Donc je pars en automobile de Paris et je me dirige par petites étapes vers Barcelone. Or, c'était au mois d'octobre 1934, le lendemain de mon arrivée, plus de taxi, plus d'électricité, les garçons de l'hôtel refusent de servir, je demande de quoi il s'agit, grève générale. Mais ça n'était pas une grève générale ordinaire, comme il s'en passait souvent à Barcelone, qui était le fief des anarchistes. C'était une grève ordonnée par le gouvernement catalan, lequel voulait obtenir son indépendance. Et le lendemain, l'insurrection a éclaté. On voit l'aspect peut-être le parfum du temps, c'est-à-dire que l'Espagne de cette époque-là, de cette République espagnole, n'est pas non plus tout rose. Il y a une instabilité politique, il y a des révoltes, il y a énormément de grèves et d'affrontements. Pierre Salmon. Tout à fait. Il y a des affrontements politiques qui sont de différentes natures et qu'on peut expliquer en partie par rapport à certaines déceptions à l'égard de cette République
en 1931, elle a soulevé beaucoup d'espoir. Et ensuite, cette République, de peur d'être accusée justement d'être un gouvernement bolchevique, révolutionnaire, et en raison des attaques qu'elle subit venant de la droite et du centre... Parce qu'elle est portée d'abord par un mouvement ouvrier et paysan en 1931. Il y a tout le monde, en fait, si vous voulez, en 1931. Mais tout le monde n'a pas la même définition de ce que doit être la République. Et cette République, ça peut être une République sociale, mais ça peut être aussi une République d'ordre. Et le gouvernement qui met en place cette République, et notamment toutes ces grandes lois dont je vous ai parlé au début de l'entretien, le but, c'est vraiment de chasser cette révolution aussi. Si on donne des réformes sociales, c'est pour éviter que certains acquièrent ces droits par la force. Donc, il y a un peu un enjeu, un quiproquo aussi, qui peut expliquer certaines mobilisations politiques. Et puis après, ce qui explique ces mobilisations politiques et ces débordements ou même révolutionnaires, c'est la dureté, la violence de ce maintien de l'ordre, où à chaque fois qu'il y a des demandes face à cette République, demande d'égalité, demande d'accès au travail, on répond par le fusil, par la crosse, avec des répressions absolument terribles qui dégénèrent bien souvent, notamment sous les coups de la garde civile, équivalent de la gendarmerie, et qui va expliquer aussi un durcissement des mobilisations politiques. Bon, on n'est pas du tout dans une situation révolutionnaire en général. Les Asturies, en octobre 1934, et de façon moins intense préparée à Barcelone à la même époque. Il y a des mouvements insurrectionnels révolutionnaires, mais leur portée est limitée, locale, et n'est pas suivie d'effet, et surtout parce qu'une bonne partie des centrales politiques ne sont pas du tout dans l'envie de lancer un mouvement révolutionnaire généralisé à cette époque. Vous l'évoquiez, février 1936, la liste des fronts populaires gagne les élections. Cette victoire du front se traduit dans les semaines, dans les mois suivants par une reprise des mobilisations sociales ouvrières dans les industries, dans les villes, dans les campagnes. Et en parallèle, se prépare le coup d'État. Concrètement, comment se prépare ce coup d'État, Pierre Salmon ? Alors, ce coup d'État, il y avait plusieurs trames conspiratives, si bien qu'elles étaient difficiles à analyser pour les historiens. On s'est rendu compte ce qu'il se passe dans le printemps 1936, c'est que ces différentes forces se rejoignent petit à petit, unissent leurs forces, alors qu'elles ont des vrais différends sur ce qu'il faut faire. Mais elles se mettent d'accord sur une chose, annihiler la République. L'architecte de ce coup d'État, c'est Mola. Et Mola va donner des consignes très concrètes de qui doit se lever, à quel moment. Mola, il donne ses consignes avec des éléments à faire, à suivre. La violence, une violence exemplaire. On se dit qu'il faut une violence tout à fait forte et sans limite pour empêcher toute future soulèvement et rébellion en Espagne. Alors je vous propose d'écouter un document sonore extrêmement violent. Je vous préviens, éloignez des enfants s'il y a de l'autre côté du poste. C'est le discours radiophonique de Queipo de Llano sur Radio Séville, alors qu'il vient d'être nommé commandant militaire des rebelles dans le sud de l'Espagne en juillet 1936. Il donne le parfum et il fait comprendre peut-être la violence comme stratégie politique, comme outil de terreur politique. Écoutez. Nos courageux légionnaires et forces régulières ont montré à ces lâches de rouge ce que signifie être un véritable homme. Et au passage, ils l'ont aussi montré à leurs femmes. C'est totalement justifié, puisque ces communistes et anarchistes prêchent l'amour libre. Maintenant, au moins, elles sauront ce que sont de vrais hommes et pas ces pédés de miliciens. Elles n'y échapperont pas, même si elles hurlent ou se débattent. Pierre Salmon, c'est une guerre sale qui se prépare. Alors, je ne sais pas s'il y a des guerres propres, mais oui, effectivement, c'est une guerre très sale, c'est une guerre d'annihilation. C'est une guerre qu'on a qualifiée aussi, qui est guidée par une logique de politicide. On vise une culture politique. C'est la culture républicaine qui arrive au pouvoir en 1931, cette république sociale qu'on doit annihiler, du point de vue des conspirateurs et des militaires. Queipo Diano, dont on a entendu un extrait, c'est environ 800 discours. Il alterne des blagues et des appels à la violence extrême, comme ce qu'on vient d'entendre. Queipo Diano, dans la région qui est sous son commandement, ce sont environ 50 000 morts. C'est autant que toute la République sur toute la durée de la guerre. Il y aura environ 120 000 morts du côté franquiste sur toute la durée du conflit. Qu'est-ce qu'on vise ? On vise donc des républicains, on vise des maires, on vise des militaires aussi, les militaires qui n'étaient pas du côté du soulèvement. On vise un rétablissement de l'ordre. Un ordre qui est considéré comme naturel. On veut une Espagne nationale, nationaliste, catholique. Et puis, ces femmes qui sont sorties du rôle assigné à leur sexe, on les remet dans ce rôle d'une façon bien violente, avec des appels au viol et toutes sortes de violences qui peut les viser, bien évidemment.
Et la guerre d'Espagne reste aussi dans les mémoires pour son extrême violence. Aujourd'hui, 90 ans plus tard, je le disais, il n'y aura pas de commémoration particulière. Vous nous le disiez, Pierre Salmon, en début d'émission. Quelles leçons peut-on tirer aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a tendance à l'anachronisme, à la théologie, à croire que la concordance de temps permet tout. Quelles leçons, selon vous, peut-on tirer de ces prémices de la guerre d'Espagne, de cette avant 36 ? Alors, c'est difficile de poser la question des leçons à un historien, mais peut-être que rien n'est inéluctable. C'est important de le comprendre. En Espagne, et ce coup d'État, comme ailleurs, c'est la suite de décisions politiques. Des décisions politiques forcenées. De l'abnégation de ces conspirateurs qui ont tout fait pour détruire une culture politique. Et d'un autre côté, de certaines personnes qui ont laissé faire, qui ont fermé les yeux, qui ont réagi trop tard. Certains s'y sont opposés aussi, ils ont payé souvent le prix de leur vie. Mais rien n'est inéluctable. Et tout peut être défait. C'est une question de décision aussi. Et ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Aussi, la question du débat public et de la polarisation du débat peut inquiéter les historiens et historiennes avec Mercedes que nous sommes, Mercedes Yusta et François Gaudichaud, quand on a écrit ce livre, avec la manipulation de l'opinion publique. Et ça, je pense qu'on s'en rend compte et on y fait de plus en plus attention. Merci beaucoup, Pierre Salmon, d'être passé dans Question du soir. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'École normale supérieure. Je rappelle le titre de ce très beau livre, La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée, de vos confrères Mercedes Yusta et François Gaudichaud. Merci également à toute l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission. Bruno Barada, Bertie Boudon, Rodier et Ken à la réalisation de la prise de son. C'était Léa Racine et Colin Gruel. Tout de suite à Voix Nue.